Monsieur le Président, valeureux assesseurs, sur la question de l'obstacle, des obstacles légaux, je vais aborder le deuxième point qui concerne l'application du principe de la légalité des délits et des peines. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Le principe de la légalité des délits et des peines, aussi appelé principe de la légalité criminelle, est un principe fondamental du droit pénal. C'est aussi et surtout un principe de valeur constitutionnelle. Toutes les constitutions de la Guinée, de l'indépendance jusqu'à nos jours, ont consacré ce principe. Tous les instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a souscrit ont consacré ce principe. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, autant pour moi, sur les droits de l'homme. Plusieurs instruments juridiques que je vais me permettre d'aborder le moment venu ont consacré le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe veut dire quoi, Monsieur le Président? Il faut en parler parce que le public qui est venu assister à ces débats, ceux qui nous suivent en dehors de ce prétoire, ont besoin d'être édifiés. On ne doit pas finir ce procès en leur laissant avec cette nébuleuse, cette confusion que le parquet et les parties civiles sont en train d'entretenir. Ce principe interdit, bien sûr, au juge d'inventer une infraction ou d'en étendre son application. Dans notre droit positif, ce principe est consacré à l'article 5 de la loi L. 2016/059 du 26 octobre 2016 portant Code pénal. Cet article dispose comme suit. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. C'est vrai que la Guinée a signé et ratifié le statut de Rome bien avant les événements du 28 septembre 2009. Mais c'est aussi une vérité et c'est incontestable qu'avant le 28 septembre 2009, la Guinée n'avait pas pris des dispositions pour internaliser les infractions contenues dans ce statut dans le corpus législatif guinéen. Ce qui fait que l'entrée en vigueur de ce statut n'impliquait que l'engagement de la Guinée au niveau international. En français facile, ça veut dire que les crimes relevant de la compétence de cette juridiction commis en Guinée pouvaient être déférés devant cette juridiction sans aucun obstacle. Ça veut dire, en français facile, que la Guinée était tenue, dans le cadre du traitement des dossiers pendants devant cette juridiction, d'apporter sa coopération judiciaire. C'est ce que ça veut dire, Monsieur le Président. Mais ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai entendu ici, et j'aurai l'occasion d'y revenir, qu'il est permis à votre tribunal d'appliquer directement dans ce dossier le statut de Rome. C'est impossible, Monsieur le Président. Nous savons tous, et c'est bien constant dans ce dossier, que ce n'est que 7 ans après les faits qu'on a adopté le nouveau code pénal qu'on veut, n'est-ce pas, faire rétroagir dans cette procédure. C'est du vrai Ronaldo
dans le droit. C'est faire le vrai messie dans la procédure pénale en pensant qu'on peut renverser la pyramide, on peut faire fi aux considérations scientifiques qui doivent guider la conduite de tout le monde ici pour faire porter la responsabilité des crimes à un homme qui ne mérite pas. Monsieur le Président, je l'ai rappelé ici, quand la question a été posée, pour dire à nos voisins d'en face que le code pénal du 26 octobre 2016 est une loi de fond. Ce n'est pas une loi de procédure. Maître Lanciné Sylla, mon brillant et talentueux professeur du cours de procédure pénale, me l'a enseigné. Les lois de procédure sont d'application immédiate, mais les lois de fond ne sauraient rétroagir. Ils ont reçu les mêmes cours de droit. Ils enseignent d'ailleurs les mêmes cours de droit. Mais puisque c'est le procès des événements du 28 septembre, il faut trahir ce qu'on a l'habitude d'enseigner aux étudiants pour créer un droit pénal spécialement pour ce procès. Monsieur le Président, dans ce dossier, il est important de rappeler qu'on ne doit pas faire le tailleur. Lors du procès de Ahmed Kanté, procès au cours duquel j'ai découvert Maître Dina Sampil dans son élégance, dans son art oratoire, il a rappelé Maître Abdoulaye Wade, qui a été un de leurs formateurs à Cheikh Anta Diop, qui, pendant la dernière année de fac, leur a dit que vous serez catégorisés en deux groupes. Un groupe sera constitué des juristes tailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui interprètent la loi ou l'appliquent en fonction des justiciables ou ceux qui leur font face, et les juristes purs qui font application de la loi à travers la science, à travers les règles objectives, à travers les principes, qui ne tiennent pas compte de la couleur, de la tête ou de l'appartenance communautariste ou quoi que ce soit, de la personne ou du justiciable en face. Il reste scientifique. Dans ce dossier, nous avons affaire avec des tailleurs. Du côté des partis civils, on taille sur mesure. Du côté du ministère public, on est en train de tailler le droit pénal sur mesure, Monsieur le Président. Et je pense que le tribunal ne succombera pas à ces pièges. Monsieur le Président, l'article 6 du Code pénal, loi de fond, vous dit ceci. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. C'est le code qu'ils sont en train d'évoquer qui parle comme ça. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de juge jugé lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici, on nous enseigne dans le code pénal que les infractions qui n'étaient pas en vigueur à son entrée en vigueur ne peuvent pas, n'est-ce pas, être poursuivies sous la base de ce code. Mais on vous dit en même temps que si la loi nouvelle a prévu des peines douces, on peut, n'est-ce pas, appliquer la nouvelle loi. Mais ce n'est pas dans le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce.
Ce n'est pas le cas d'espèce. On vous parle ici de responsabilité de commandement, de supérieur hiérarchique ou chef militaire, de crimes contre l'humanité. Est-ce que ces infractions étaient incriminées dans la loi du 31 décembre 1998, l'ancien code pénal? Non. J'ai entendu ici le procureur Sidiki, dans ses œuvres, en train de vous dire qu'au nom de ce principe, on peut invoquer l'application du nouveau code pénal. Nous n'en voulons pas, monsieur le procureur. L'article 7 du même code ajoute ceci. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Sont applicables immédiatement. Les exceptions. Les lois de compétence et d'organisation judiciaire tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Nous n'avons pas affaire avec une loi de compétence ou d'organisation judiciaire quand on parle de crimes contre l'humanité ou de responsabilité de commandement. Non. Les lois fixant les modalités et les formes de poursuite, ce n'est pas non plus le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous savons quand même, à l'entame de cette procédure, ou bien avant, à l'initiative du garde des Sceaux, plusieurs lois ont été votées dans le cadre du jugement de cette affaire. Mais nulle part, on a consacré une norme qui fait échec à l'application du principe de l'égalité des délits et des peines. Monsieur le Président, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle incrimination, fût-elle imprescriptible, ne permet pas de poursuivre de manière rétroactive sur la base du Code pénal de 2016 les faits commis 7 ans auparavant. Ce n'est pas possible. En clair, et je l'ai dit, je le réitère, les infractions réclamées par le ministère public n'étant pas incriminées à l'époque des faits, cette demande de requalification doit être purement et simplement rejetée. Monsieur le Président, à ce propos, même si on veut se moquer de ces grands magistrats qui ont dit le droit et qui sont à respecter, l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par cette grande dame de la justice, Madame Irène Marie Adjimalis. Cet arrêt nous a enseigné ceci. Je cite. La requalification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de l'égalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 et 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Vous le verrez à la page 12 de cet arrêt. Monsieur le Président, le même raisonnement a été repris par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 de la Cour suprême de Guinée en ces termes. Je cite. Considérant que les crimes commis au stade ont été sous l'empire de la loi L. 98, barre 036 et 37
du 31 décembre 1998, toutes portant code pénal et code de procédure pénale. Mais considérant que les demandeurs, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L-26-059 du 26 octobre 2016 portant code pénal en vertu en ses articles 194 et 195, qu'au moment des faits, la dite loi n'existait pas dans la législation guinéenne. Ça, c'est des hauts magistrats de la Cour d'appel qui parlent ainsi. D'où issu que le moyen, la Cour suprême autant pour moi, d'où issu que le moyen sera rejeté dans sa première branche. Vous lirez la page 14 de l'arrêt de la Cour suprême qui a clos l'instruction préparatoire dans cette affaire. C'est le président. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit des juridictions, il s'agit des arrêts rendus par des juridictions, y compris celle qui est chargée de l'uniformisation ou de l'unité jurisprudentielle dans l'interprétation de la loi. Nous devrions être fiers d'enseigner ces arrêts dans les amphithéâtres. Et Monsieur le Président, je le dirai dans mes conclusions, chacun ici sera, en tout cas chaque acteur sera aussi scientifiquement jugé en dehors de ce prétoire. Le statut de Rome qu'on veut à tout prix faire appliquer dans ce procès, ce statut même consacre le principe de la légalité des délits et des peines. Pourquoi voulez-vous à tout prix, à tout bout de champ, changer les règles du jeu pendant que nous avons dépassé cette étape? Pourquoi, Monsieur le représentant du ministère public? Conséquemment, la pertinence ou l'impertinence en l'état de cette procédure, de la question de réqualification, Monsieur le Président, honorable conseiller, dépend de la position du tribunal sur la question de savoir si les arrêts de la Cour d'appel et au surplus de la Cour suprême ont vocation à produire des effets juridiques auxquels même ce tribunal doit se soumettre. Monsieur le Président, nous avions interjeté appel contre le jugement qui a joint la question au fond. Nous sommes partis à la Cour d'appel qui a rendu une ordonnance à travers son président. Toutes les parties se sont pliées à cette décision. Et cette décision s'est imposée à votre tribunal. Pourquoi on veut remettre en cause, dans ce procès, une question de droit déjà rendue par une juridiction supérieure? Si le tribunal considère que les arrêts rendus par la Cour d'appel et la Cour suprême ne lui sont pas opposables, sur des questions qu'elles ont définitivement évacuées, alors la question de la réqualification pourra probablement encore être considérée comme digne d'intérêt en l'État, Monsieur le Président. Seulement, dans cette hypothèse, encore faudra-t-il que le tribunal, encore faudra-t-il au tribunal de trouver les fondements juridiques d'une telle posture, ce qui pour nous est loin d'être le cas. Si inversement, le tribunal considère à raison, puisque cela est conforme au droit, qu'il a pour mission de dire que les arrêts de la Cour suprême produisent les effets que les tribunaux ne sauraient ignorer dans leurs activités judiciaires, la question de la réqualification déjà réglée, quoique étrangement soulevée par
les magistrats qui nous font face, nos voisins d'en face, deviendra, Monsieur le Président, sage objet dans cette procédure. Par ailleurs, Monsieur le Président, Monsieur le Assesseur, le principe de la légalité des délits de peine est aussi reconnu à l'article 12 de la Charte de la transition du 27 septembre 2021 qui dispose comme suit. Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Monsieur le Président, la Constitution de notre transition a repris ce principe. Si le parquet veut faire un procès transitoire, il ne doit pas quand même se débarrasser de cette norme posée par le président de la transition le 27 septembre 2021. Ce n'est pas parce que nous sommes en transition que vous allez mettre entre parenthèses les principes. Ce n'est pas parce que vous êtes habité par des idées inavouées qui n'ont rien du droit que vous allez faire échec à l'application de la loi. Monsieur le Président, je vais aborder à présent l'insécurité juridique qu'il faut souligner relativement à cette question. Au centre de cet abus de procédure exercé par le ministère public, qui paraît banal, Monsieur le Président, se trouve un principe essentiel dans l'administration de la justice. Je veux parler de la question de la sécurité juridique, c'est important d'en parler. La sécurité juridique est une norme supranationale qui constitue un frein contre l'arbitraire du juge. Monsieur le Président, cette question de sécurité juridique est d'une importance telle qu'elle a été déterminée et déterminante. Elle est consacrée à l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'exigence de la prévisibilité de la loi dans son application, de façon à remplir le critère de légalité sans lequel l'accusé est exposé à l'arbitraire y est posé. Monsieur le Président, il résulte donc de ces considérations que le tribunal a le choix entre sauvegarder dans l'exercice de sa fonction judiciaire un principe essentiel du droit, la sécurité juridique, ou promouvoir par l'effet de l'acceptation des demandes abusives de requalification, ce qui nous conduirait à l'arbitraire. Monsieur le Président, un tribunal qui néglige les impératifs de la sécurité juridique conduit à l'arbitraire. Or, alors que la sécurité juridique est une des finalités essentielles que tout tribunal ne saurait ignorer, nul tribunal ne revendiquerait la promotion de l'arbitraire comme finalité légitime. J'espère que vous n'êtes pas ce tribunal qui fera la promotion de l'arbitraire. Monsieur le Président, le tribunal doit recadrer le ministère public dans ses excès. On ne doit pas, à tout moment et à souhait, selon ses humeurs, manipuler le tribunal.
Vous aviez, à travers un réquisitoire supplétif, sollicité de nouvelles inculpations en sus du réquisitoire introductif. Vous l'avez obtenu. Vous aviez encore dans vos réquisitions définitives écarté ce que vous aviez réclamé et obtenu. Vous l'avez obtenu. Vous n'avez pas fait de recours. Bien au contraire, en instance, en appel comme à la Cour suprême, vous êtes resté fidèle à ce que vous aviez enfin demandé et obtenu. Parce qu'on est devant le tribunal, parce que vous êtes en désespoir de cause, parce que vous êtes en difficulté, parce que vous voyez se dessiner au bout du fil l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dadis Camara, que vous décidez de changer de fusil d'épaule pour instrumentaliser, manipuler à souhait le tribunal. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je suis certain que vous allez vous conformer à l'ordonnance qui vous a saisi et débouter purement et simplement le ministère public qui a remorqué autant pour moi les parties civiles dans sa demande de requalification. Parlant toujours des obstacles à la requalification, Monsieur le Président, distingués assesseurs, je vais aborder après les obstacles légaux. Le deuxième obstacle qui est lié au respect des droits de la défense, que mes prédécesseurs ont déjà dit et bien dit. On pense dans ce procès, et j'ai entendu ici, je me permets de l'indexer parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, le procureur Sidiki parlait des choses qui fâchent. Nous n'avons pas peur, je dois le dire, d'aborder, si c'était juridiquement fondé, les nouvelles infractions réclamées. Nous sommes suffisamment outillés, blindés, convaincus, rassurés de déconstruire cette nouvelle qualification si réellement il le fallait. Nous n'avons nullement peur. Mais nous ne sommes pas des tailleurs. Nous sommes des juristes purs. La défense est constituée ainsi. Nous cherchons à convaincre par la science et non à tailler des lois sur mesure. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord d'aller sur ce terrain. Sinon, des arguments, nous n'en manquons pas. Nous en avons en abondance, en excès d'ailleurs. Nous sommes même prêts à en exporter s'il le faut. Monsieur le Président, M. Samouri et M. Jean-Moussa Sebogui vous ont rappelé que nul ne peut contester le pouvoir de requalification dévolu à votre tribunal. Personne ne peut contester sur le principe. Mais nous sommes en droit pénal. En droit pénal, ce sont des règles strictes qui sont d'interprétation rigide. On ne philosophe pas en droit pénal. On ne tâtonne pas en droit pénal. C'est la précision en droit pénal. Tout est encadré en droit pénal. Tout est fait pour éviter l'arbitraire en droit pénal. Tout est aménagé pour contrecarrer les abus de procédure en droit pénal. Vous ne pourrez pas manipuler ce tribunal, messieurs les représentants du ministère public. En acceptant, c'est même pas en acceptant parce que c'est un principe qui s'impose à nous tous, en reconnaissant que c'est une règle qui vous permet de requalifier,
Je me permets cependant de rappeler que ce pouvoir est bien encadré. On ne peut pas requalifier n'importe comment et à n'importe quel moment. Il y a des préalables à la requalification. Il y a des obligations qui s'imposent aux juges quand ils décident d'aller sur le terrain de la requalification. Mais, je le disais tout à l'heure, que nous avons compris à travers la décision que vous aviez rendue sur la demande de requalification, que cette demande, en réalité, a été implicitement rejetée. La liberté de requalification dont vous êtes investi, Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, est bien encadrée. Parce que le juge pénal que vous êtes doit respecter les droits de la défense en cas d'appréhension des faits non visés par l'acte de poursuite et respecter le principe de la saisine in rem in persona. Maître Almami Samori Traoré vous a déjà dit que ce sont les mêmes faits matériels qui sont là et il n'y a aucune modification. Ce sont les mêmes faits qui ont été jugés à l'instruction préparatoire de Dixin, en passant par la Cour d'appel de Conakry, jusqu'à la Cour suprême, qui sont soumis à votre appréciation. Il n'y a aucun élément nouveau. Aucun. Monsieur le Président, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et je me permettrai de revenir, a aussi consacré ce qu'on appelle la contradiction. Et dans ce dossier, abordant cette question, je m'avais vous dire que d'une manière générale, l'exigence du respect du principe contradictoire impose, Monsieur le Président, le respect de certaines obligations en cas de requalification des faits. On le sait, la juridiction de jugement n'est pas tenue par les faits tels qu'ils ont été qualifiés par l'acte de saisine. Et les juges doivent, nous le savons tous, restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Nous le savons. Mais lorsque la question est définitivement évacuée, vous ne pouvez pas. Même que la question n'était pas définitivement évacuée, et que vous vous prêtez à cet exercice, même ça a appelé un passage de leur propre réquisition aux fins de requalification. Eux-mêmes savent qu'on ne peut pas le faire sans provoquer, sans mettre en demeure les accusés ici de se défendre. Maître Almami Samori et Maître Jean-Moussa Sovogui ont nourri cette question avec des jurisprudences abondantes de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation française. Dans le droit positif français, la nécessité ou l'obligation de mettre en demeure les personnes mises en cause en prélude à une requalification n'est pas consacrée dans une norme nationale, non. C'est en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette convention, à travers son article 6, consacre ce qu'on appelle le droit à un procès juste et équitable. Ce principe est non seulement consacré à l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Monsieur le Président, on vous a rappelé l'arrêt du 25 mars 1999, l'arrêt Pélissier et Sassi contre la France, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. On vous a aussi rappelé un autre arrêt rendu contre la France le 19
décembre 2006 par la Cour européenne des droits de l'homme. Monsieur le Président, le principe du contradictoire est ainsi garanti. Aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité. Aucun. Aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs de la responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires. Ce n'est pas au prononcé de votre décision qui vont être situées autrement sur des infractions qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été débattues ici. Ce n'est pas par effet de surprise, ce n'est pas possible, eux-mêmes le savent. Je pensais, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'à un moment, ce parquet allait comprendre, capituler, renoncer à cette demande de requalification parce qu'il sait qu'à ce stade de la procédure, il est impossible, juridiquement parlant, d'envisager la requalification. En tout cas, si c'est le droit qui doit se dire dans ce prétoire. Si c'est le droit qui doit être dit, c'est impossible. Monsieur le Président, Samori a rappelé une abondance de jurisprudence en parlant des arrêts rendus par la Cour de cassation française. Je serais très heureux de citer des arrêts rendus par la Cour suprême de Guinée, mais on n'en a pas en abondance. Le pauvre qui existe dans ce dossier, je suis fier de le rappeler. Nous avons pratiquement les mêmes textes. Nous exploitons les mêmes documents. Nous lisons les mêmes livres. Nous étudions en s'inspirant des documents français. Ce n'est pas un complexe de le dire, de se référer à la jurisprudence française. Parce qu'au moins là-bas, ils nous inspirent. Et Monsieur le Président, c'est tout le monde entier qui vous regarde. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce procès, c'est un des grands événements du siècle. La décision à intervenir sera commentée. Elle sera enseignée dans des universités en Guinée comme ailleurs. Si c'est une décision qui sera inspirée du droit, ça sera à votre honneur. Ça sera à l'honneur de la communauté scientifique guinéenne. Ça sera à l'honneur des universités dans lesquelles vous aviez étudié. Je pense que tous ici, sans exception, nous sommes tous fruits de l'université guinéenne. Je ne parle pas de ceux qui ont fait des études post-universitaires en dehors de ce pays. Même eux ont fini leur année de maîtrise ici avant d'aller approfondir ailleurs. L'université guinéenne ne sera pas fière de l'impertinence de l'arrêt qui sera prononcé par votre juridiction. Vous devez rester collé à la science, au droit. Monsieur le Président, je me permets de ne pas rappeler ces pertinentes jurisprudences, rappelées ici par mon brillant et talentueux confrère. Je vais simplement parler d'un arrêt qui m'a intéressé, d'un arrêt qui a été rendu le 16 mai 2007 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. Dans cette affaire, un prévenu avait été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour violence
ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public. C'est une personne chargée d'une mission de service public, et je me permets de répéter, sur une personne chargée d'une mission de service public. Ce prévenu a été condamné par les premiers juges sous cette qualification. La Cour d'appel de Riom, par un arrêt en date du 5 octobre 2006, l'a toutefois déclaré coupable, non pas de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur un agent chargé d'une mission de service public, mais sur un agent exerçant les fonctions de gardiennage ou de surveillance d'un immeuble à usage d'habitation, ce qui constituait une circonstance aggravante. Le prévenu s'est pourvu en cassation et il a fait valoir devant la Cour de cassation française qu'en qualifiant les faits sans le mettre en demeure de préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ou retenue, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde et de garantie des droits de l'homme, qui équivaut chez nous à l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et 7, si je me trompe, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et autant pour moi 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, la Cour, dans son arrêt, rendu le 16 mai 2007, a cassé et annulé l'arrêt attaqué. La Cour a retenu que s'il appartient aux juges répressifs de reciter aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Et la Cour a retenu que la Cour d'appel de Riom a violé ce principe en n'invitant pas le prévenu à se défendre sur cette nouvelle qualification. L'arrêt du 8 mars 2017, rendu par la Cour de cassation française, je parle de l'arrêt numéro 15 82 657, a également abondé dans le même sens. Monsieur le Président, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et présenter l'équilibre des droits des parties. Ce sont les premiers mots du Code de procédure pénale. La première phrase écrite dans notre Code de procédure pénale est celle que je viens de rappeler. Et au terme de l'article préliminaire, alinéa 8 du Code de procédure pénale, il est dit ceci. Toute personne a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur dès son interpellation ou sa détention. Monsieur le Président, ces dispositions légales nous enseignent ici que la requalification des faits doit satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable, garanti tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur le Président, aller dans le sens de la requalification serait violer le droit à un procès équitable, serait violer le principe du contradictoire qui s'impose à vous, Monsieur le Président.
serait surprendre les accusés dans leurs droits, les droits de la défense. Le tribunal, Monsieur le Président, est donc prié de rejeter cette demande comme mal fondée. Je vais, Monsieur le Président, toujours sur les obstacles à la requalification, aborder à présent l'impossible application directe du statut de Rome par le tribunal de ce siège. Mon jeune frère, ami et frère, Maître Gilbert Ton Camara, ayant accepté que le principe de la légalité des délits et des peines peut jouer en l'espèce, étant convaincu qu'on ne peut pas invoquer l'application du Code pénal de 2016, adopté 7 ans après les faits, vous êtes dans un tâtonnement inédit. Si par extraordinaire, comme il le disait, soutenu ici l'application directe du statut de Rome. Il vous a dit que vous êtes investi du droit d'appliquer directement les incriminations contenues dans le statut de Rome et même les peines prévues dans ce document, dans cet instrument juridique international important. Parlant de cela, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vais partager avec vous les travaux d'un juriste talentueux. Malgré son jeune âge, il est doué d'une intelligence, d'une subtilité que la magistrature guinéenne a la chance de l'accueillir. Voici l'une des étoiles montantes. Il fait partie de cette génération qui inspire espoir pour la justice guinéenne, puisqu'elle est à terre de par la médiocrité de certains de ses membres. Il fait partie de ceux qui vont un jour faire de notre justice une lumière, une référence qui va rassurer tant le peuple de Guinée que les investisseurs. Je veux citer le jeune Namori Fofana, dont je suis fier de citer ici. Je suis même fier de dire que j'ai été un de ses formateurs à l'université. Et il fait honneur à cette profession. Il fait également honneur à celui qui a été son encadreur en cabinet, celui qui l'a aussi assisté dans l'enseignement de ses cours à l'université. Je vais citer Maître Lanciné Silla. Je vais partager avec vous ce qu'il a écrit et qui a été d'ailleurs largement commenté dans la presse et qui doit, Monsieur le Président, vous intéresser parce que chez nous, la culture de la production scientifique est très rare. Même ceux qui ont fait des études post-universitaires, les docteurs ne produisent pas. Pourtant, quand on est docteur, on est quand même voué à produire. Il fait partie des rares qui se prononcent scientifiquement parlant sur des questions qui défrayent la chronique. C'est un jeune encouragé. Il a dit ceci. Le statut de Rome, ratifié par la Guinée en 2003, peut-elle directement s'appliquer aux faits commis en 2009 sans avoir besoin de l'acte d'internalisation qui n'est intervenu qu'en 2016? Autrement dit, à partir de quel moment le statut de Rome a eu force obligatoire dans l'ordre juridique interne guinéen? Est-ce qu'à compter de sa ratification en 2003 ou de son incorporation dans le Code pénal en 2016?
Voici comment il a posé le problème juridique. Et il a apporté des solutions, Monsieur le Président, en se fondant sur l'article 77 du Statut de Rome, qui dispose comme suit. Sous réserve de l'article 110, la Cour, je dis bien la Cour, que le parquet prenne son stylo pour souligner ça, la Cour, peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent statut l'une des peines suivantes. Une peine d'emprisonnement à temps, de 30 ans au moins ou plus, une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. À la peine d'emprisonnement, la Cour, soulignez bien, chers voisins, la Cour peut ajouter une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve. La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Il a commenté cela en disant ceci. Deux enseignements essentiels peuvent être tirés de cette disposition. Premièrement, cet article, l'article 77, ne prévoit pas de sanctions applicables par les États. C'est clair. Et il dit, en stipulant deux fois, la Cour peut. C'est pourquoi j'ai demandé à nos voisins d'en face de souligner, noir sur blanc, en stipulant deux fois que la Cour peut, il laisse comprendre que ces peines sont prévues pour être appliquées par la Cour elle-même et non par les juridictions des États partis, ou du moins en dehors de toute internalisation. Deuxièmement, il souligne que l'amende prévue au point 2 conforte cette position puisqu'elle est fixée selon les critères du règlement de procédure et de preuve de la Cour. Comment pouvez-vous demander l'application directe des incriminations prévues dans le statut de Rome alors que l'application de ces peines-là s'effectue selon le règlement de procédure de la Cour qui ne s'applique pas à votre tribunal? C'est impossible. On peut alors être tenté, disait M. Fofana, de croire que les peines prévues, M. le Président, dans cette disposition ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'internalisation, faute de quoi il reviendra seul à la CPI de les appliquer dans l'ordre juridique international. Seul. Nous ne sommes pas devant la CPI. Nous ne sommes pas en train de juger non plus des infractions relevant de la compétence de la CPI. J'aurai l'occasion de répondre à ceux-là qui pensent qu'il faut nécessairement juger sous l'ombre des crimes contre l'humanité parce qu'ils ont reçu des formations. Il faut montrer à ces formateurs qu'on a bien assimilé le coup. Il faut faire plaisir à la CPI. Il faut les encourager. Il faut chercher à avoir des promotions au niveau de la CPI. Monsieur le Président, le jeune Namouri vous invite à vous intéresser à l'article 80 du statut de Rome qui dispose comme suit. Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne. Rien dans le présent statut n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne.
ni l'application du droit des États qui ne prévoit pas les peines prévues dans le présent chapitre. On n'a pas besoin de fréquenter les facultés de droit pour comprendre ce qu'on veut dire ici. Je peux même dire qu'on n'a pas besoin de fréquenter le collège ou le lycée pour comprendre ce que ça veut dire. Le droit a sa particularité d'être simple, concis, clair et accessible. Il faut se rendre aveugle pour ne pas comprendre l'exégèse de ce texte. Il faut refuser de comprendre pour ne pas comprendre, n'est-ce pas? Monsieur le Président, ce qui suit